Bonjour à tous, je suis en train de vous préparer une vidéo sur John Kalman Stephenson. C'était cet auteur islandais dont je vous parlais en janvier et pour qui j'avais eu un vrai coup de cœur pour son roman Ton absence n'est que ténèbres. Il a 9 livres traduits en français, donc du coup ça va prendre un certain temps. Et entre temps, je vais vous faire un peu de chronique. Et le premier, ça va être Ma cruauté de François Bégodeau. On n'écrit pas, on ne parle pas dans le désert. De quoi parle Ma cruauté ? C'est l'histoire d'un narrateur qui raconte à Juliette les raisons qui expliquent le cadavre qui gît dans son coffre. Cadavre symbolique, je ne suis pas sûre d'avoir compris, mais quoi qu'il en soit, on apprend qu'il était enseignant à la fac de M, qu'il a décidé de se venger de Jacques Saint-Ange, qu'il avait en quelque sorte rétrogradé, vengeance en le livrant à un forum anonyme, car son comportement avec les femmes est problématique. En italique, pourrait-on dire ? Il sera question d'université, de cancel culture, de masculinité, de rire impromptu et de losanges tatoués. Il ne faut pas se fier au début. J'ai lu les premières pages et j'étais pas motivée, je trouvais que c'était maximaliste dans le sens à trop vouloir en mettre plein la vue, à remplir les phrases comme un tableau de la Renaissance ou un vol au vent, bref, à étouffer un peu le lecteur. Donc, je l'ai laissé reposer, j'ai lu quelques livres de John Kalman Stephenson, et oui, encore lui, et ceux-ci, à force de parler de poésie et de mort, de vie ou de mort, de macareux séchés et de mort, m'ont donné envie d'autre chose, de me mettre du concret sous la dent. J'ai donc donné une seconde chance à Bégodeau, et j'ai bien fait. Le texte sous forme de confession, c'est toujours un peu casse-gueule, parce qu'on peut avoir l'impression d'être pris en otage par le narrateur, mais je trouve qu'ici ça fonctionne. Bégodeau est assez bon observateur pour rendre les discours indirects à la fois précis et plausibles, que ce soit Juliette, qui fait de la suranalyse psychologique sur le narrateur, ou quand on l'appelle à réfléchir à la figure de Diderot comme première pierre de la communication. Le ridicule des gens, avec plus ou moins de tendresse. Le titre du livre est Ma cruauté après tout. Et c'est là où il est bon, et où je le préfère. J'aime bien quand ça dézingue. C'est pour ça que j'ai aimé Histoire de ta bêtise. Comme je l'ai déjà dit, j'aime lever le nez d'un livre et me dire que je n'avais jamais vu les choses comme ça, alors que c'était juste devant moi. Une sorte de « Oh oui putain, c'est tellement ça !» à la fois frustrant et réjouissant. Quand Jacques lui dit qu'il faut réfléchir à tout ça, et qu'on a tous entendu des ordres hiérarchiques absurdes et en même temps camouflés qui ressemblent à ça, on a envie qu'il paie. Et donc, l'emploi des italiques, pour mettre en relief les banalités, la langue vide et imprécise qu'on annonce, ça marche. Et ça marche même plutôt bien. C'est un petit coup de coude entre initiés. Et on se sent dans la confidence. Il décrit le monde universitaire comme une bataille des égaux, mais aussi comme un microcosme assez superficiel où les luttes de chacun sont schématisées, où des antagonismes simplistes voire simplés sont singés pour satisfaire un public. On ne sait trop lequel, sans doute le leur avant tout. Et on voit que ce sont les débats actuels qui ont été déplacés, que c'est la pièce médiatique et politique qui s'y rejoue. Ou en tout cas, que l'université lui sert de caisse de résonance. Une pièce aux règles plutôt immuables, où la pensée des acteurs leur attribue sanction, opprobre ou au contraire gratification. Une sorte de monopoly attifé de jolis mots creux, une pièce que le narrateur observe de l'extérieur. Et quand il y prend part, c'est en Valmont moderne qui tire les ficelles. Après tout, son outil se nomme Marianne Tourvel, comme d'autres ont des noms de personnages du XVIIIe. Sauf qu'au lieu de s'épanouir sur le plan sexuel, son désir est ambigu. Ses motivations indécelables. Vengeance, sans aucun doute. Ibris, certes. Mais il est aussi voyeur. On le sent quand Marianne raconte ce qu'elle a subi. Sa manière de se délecter, de faire durer le plaisir. Oui, mais pas que. Cela va au-delà. Alors pourquoi fait-il cela ? Peut-être pour mettre à jour les hypocrisies, la modération toute bourgeoise des uns, le montage de meringues des autres. On le voit, comment la mayonnaise prend, quand il partage sur un forum le harcèlement sexuel de Jacques Saint-Ange. Comment le monstre lui échappe et qu'il observe la bête comme un savant fou. Sa vie, semble-t-il nous dire. Et pourtant, les collègues qui se tiraient dans les jambes quelques jours plus tôt font tous front commun. Entre soi, conservatisme, affectation, le tableau est à charge et produit un effet de loupe sur les chiens de garde de la société, éditocrates et autres perroquets aux éléments de langage militarisés en temps de crise. On voit comment on se serre les coudes entre dominants, et ça met encore plus en exergue l'effet de pacotille, la poudre aux yeux de leur divergence du premier acte. Toute ressemblance, blablabla, complètement fortuite. Et ce qui est amusant, c'est que contrairement à ce que j'ai cru au début, et les critiques que j'ai pu entendre, comme celle de France Culture, c'est qu'il est généreux avec le lecteur.
Ce qui fait que je l'ai sûrement paraphrasé à de nombreuses reprises, puisqu'à chaque fois qu'il sous-entendait quelque chose et que j'interprétais le livre dans ce sens, il le confirmait par la suite. La seule chose sur laquelle il ne s'avance pas, c'est sur l'interprétation à donner à tout ça. Et c'est ce qui a démuni nos journalistes, comme s'il fallait toujours une thèse en littérature, un os à ronger pour savoir si ce qu'on a lu ne heurte pas nos valeurs. Sinon, on sera extrêmement mal à l'aise, à mettre en italique. Moi, je trouve que c'est ça la puissance du roman. Le personnage de Justine D, par exemple, n'est pas que la pauvre sotte qu'il veut bien nous faire croire au début, booktubeuse dilettante. Pour sa grande première, elle présente un livre qu'elle a mais trop adoré. Elle est assise sur une couette rayée rose. Une peluche d'ourson est adossée à la tête de lit, entre deux oreillers à thé mauve. Elle tisse le lit-col dans lequel le narrateur Paul, de son nom, apprendrons-nous plus tard, va de son plein gré se glisser. Les personnages ne sont pas fixes. Ils ne restent pas dans le préconçu qu'on se fait d'eux. Autre puissance, c'est, je pense, le pouvoir démiurgique des mots, encore plus utilisé à mauvais escient, quand ils se combinent pour flatter, pour détruire l'auditeur, la communication que la fac réclamait à l'arrivée du narrateur. Lui, qui déplorait la transformation des cours de littérature en cours de communication, montre les dégâts que cela peut faire, de se servir des mots que dans le but d'obtenir quelque chose. Que tout ce qui est de la rhétorique est intéressé, c'est de la domination par la manipulation des affects. Là où la littérature, et c'est là où le narrateur et l'auteur se scindent, est désintéressée, ne sert à rien, et c'est peut-être pour ça que le livre calcule son heure de décès. Le narrateur se sert en fin de compte des outils que la société lui donne pour mieux la disséquer, et puis la faire imploser, c'est encore mieux. Mais attention, il n'en dément pas la jouissance de cette manipulation. C'est plus fin que ça. C'est pas d'un côté les méchants manipulateurs et les gentils victimes. Et même, dans le voyeurisme contemporain, il y a autre chose, un plaisir esthétique. On se croyait des juges, on était des esthètes. Le même que quand on regarde des faits entrer l'accusé, parce que la mise en scène, parce que le romanesque, parce que la hiérarchisation des informations, parce que toute parole est récit, véridique ou non, là n'est pas la question. Récit, parce que la mémoire réagence, parce que l'ego est en scène, on le voit, comment Marianne n'admet pas avoir consenti, rien qu'une seconde, parce qu'il y a le plaisir de compter aussi, ce plaisir qui fait qu'on tourne souvent autour du pot, qu'on se retient jusqu'à la fin quand on veut dire comment l'ex a trompé ou le collègue s'est fait pincer en train de faire une connerie. On aime contextualiser, faire monter la sauce, et l'auditeur adore ça aussi. Et ce qui est assez jouissif, encore une fois, c'est de voir comment des gens qui adorent les dénominations vagues, les phrases creuses, se mettent à demander du détail, de la précision, dès qu'on sort du cadre, dès qu'il y a du sang. Ce livre, c'est un livre sur le ça, sur le pulsionnel, l'ombre, le rire incompréhensible. Et s'il m'a parfois fait penser à Le Voyant des Tempes d'Abel Quentin, il le dépasse peut-être dans son refus de justification, voire de compromission. J'espère que mon avis vous aura donné envie de le découvrir, et je vous dis à très bientôt.